Donc pour cette matinée, nous vous invitons à écouter tout d'abord 2 communications qui vont traiter chacune d'un sujet couvrant toute notre période d'études, 1900-1940, l'une autour des arts décoratifs et l'autre autour d'un thème récurrent sous la plume de critique italien, celle de synthèse des arts. Donc j'appelle d'abord Valerio Terraroli à venir me rejoindre. À venir plutôt au pupitre, pardon. Valerio Terraroli est professeur d'histoire de la critique d'art et d'histoire du goût et des arts décoratifs à l'Università degli Studi de Vérone. Il est diplômé de l'Université de Pavie et de Gênes et a notamment développé comme champ de recherche la première moitié du XXe siècle, des avant-gardes historiques au Novecento, aux mutations du goût de l'art nouveau à l'art déco et au Novecentismo. Il a notamment dirigé une somme sur les arts décoratifs en Lombardie et un dictionnaire des arts décoratifs modernes et a co-dirigé le catalogue d'exposition La Forza della Modernità Arti in Italia qui recouvrait la période 1920-1950, une exposition qui s'était tenue à Lucca, à Lucques, en 2013. Et il a plus particulièrement publié plusieurs ouvrages sur la céramique italienne et européenne. Valerio Terraroli nous livre aujourd'hui une communication intitulée « Les arts décoratifs en Italie, 1900-1940, une périodisation », pour revenir notamment sur la terminologie et l'essence des grands mouvements des arts décoratifs et de l'architecture italienne de la première moitié du XXe siècle. Je vous laisse la parole. Grazie. Je vous remercie énormément pour cette invitation. C'est un honneur d'être ici au musée d'Orsay. J'ai été invité pour ouvrir ce dialogue. La réflexion que nous ferons aujourd'hui sur les arts décoratifs en Italie concerne une exposition qui en fait révèle de façon très claire et de réfléchir sur une série de discussions sur l'art décoratif italien, justement. Il faut dire qu'en Italie, les arts décoratifs dans l'environnement académique et universitaire sont très peu fréquentés, sont très peu connus. Et ça, c'est pourtant, c'est dommage. C'est une chose que l'on doit encore outrepasser afin d'étudier les arts décoratifs. Études que l'on doit à des personnes qui, déjà, il y a très longtemps, ont commencé avec beaucoup de critiques et d'intelligence à travailler sur ce thème. Je vous cite Irène de Guthrie et Maria Paola Maino, qui ont été les initiatrices de ces études sur les arts décoratifs italiennes. Et à ces 2 personnes, on doit une série de documents très importants, aussi bien écrits qu'œuvres sur lesquelles réfléchir. Et puis la Sala Bossaglia, qui a été une des personnes qui s'est interrogée le plus sur ces arguments et sur la récupération du liberty italien, de l'art nouveau italien. Aujourd'hui, plutôt que de vous raconter en 20 minutes, car c'est impossible de vous raconter ce qu'a été l'histoire des arts décoratifs en Italie de 1900 à 1940. C'est inutile, il y a déjà l'exposition qui le fait pour vous. Je voudrais plutôt me poser une question, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, 40 ans après l'exposition qui fit connaître le liberty en Italie, est-ce qu'on peut encore être sûr de la façon d'affronter cet argument et sur la périodisation qui a été donnée à cette forme d'art? Le liberty et l'art nouveau italien est devenu une espèce de magna carta où sont entrées de nombreuses expressions, disons, parfois même contradictoires entre elles. Et donc il est légitime, ceci est légitime car l'histoire de l'art est en changement perpétuel et donne donc la possibilité de nouvelles critiques. Mais moi, je pense qu'il est important, quand on accepte une étiquette, une définition bien précise, et donc quand on se donne une limite temporaire, de définir avec plus de précision les termes. Et justement, pour cette raison, je ne veux pas me permettre de donner des réponses, évidemment. Je n'ai pas la prétention de trouver des réponses, mais j'aimerais toutefois ouvrir une discussion sur ce thème. En partant de ce qui est pour nous les sources des critiques sur ces sujets,
et qui peuvent changer dans le temps. Et la première source est donc les magazines, les documents écrits. Et je suis désolée que l'image ne soit pas très claire, mais voici la première page de cette présentation du premier article qui fonde les principes sur les arts décoratifs modernes. Il s'agit d'un magazine qui a accompagné et justifié en légitimisant tout en critiquant, du point de vue esthétique et conceptuel, le plus grand tentative de l'Italie de rattraper les autres pays italiens en utilisant la métaphore du train, c'est-à-dire de prendre le train qui portait vers la modernité. Il s'agit d'une exposition de 1902 sur les arts décoratifs italiennes modernes. En fait, en Italie, la modernité arrive un petit peu en retard, pas très en retard, mais quand même avec un petit retard, surtout si l'on veut penser à une date symbolique, disons, de l'entrée de la modernité dans notre culture, et je parle toujours des arts décoratifs, évidemment, parce que je ne suis pas d'accord avec certains de mes collègues que le Liberty, que l'art nouveau, donc, et que l'art moderne italien passe à travers la peinture et la sculpture. Selon moi, ce type de modèle appartient plutôt à l'architecture. En ce qui concerne la peinture et la sculpture, il y a certainement des similitudes, mais je ne trouve pas que ce soit représentatif de l'entrée de l'art nouveau. Donc les dates de début pourraient être 1895, 1895, pardon, quand le magazine Emporium a été publié. En récoltant les articles qui avaient déjà été publiés par Adolfo Venturi dans un autre magazine important de l'époque sur l'histoire de l'art italien et qui parlait de la modernité et de la contemporanéité. Surtout dans les arts décoratifs. Ce gap est un peu difficile à outrepasser parce que, comme il dit lui-même dans les premières pages de ce magazine, dont le premier signataire a été Rodolfo, donc, le premier symboliste de la culture italienne, s'interrogeait sur deux questions. La première, c'est que pour l'Italie et pour ceux qui promouvoient la modernité dans le rapport avec l'artisanat traditionnel, il s'agit d'un rapport très complexe et qui est difficile à comprendre. Presque tous les textes le disent, et justement la première page de ce magazine le dit aussi, il faut récupérer, revitaliser l'histoire de l'artisanat italien. Il s'agit de récupérer donc une histoire extrêmement ancienne qui remonte jusqu'à la Renaissance ou même avant et qui a à voir avec la sagesse, la sapience, et qui a été repoussée dans d'autres pays de l'Europe où la modernité passait par une idée d'industrialisation, ou au moins, en tout cas, à travers une diffusion, à travers l'industrie de nouvelles formes d'art. Donc chez nous, on parle beaucoup de la tentative de reprendre les arts industriels, mais nous n'y parvenons pas jusqu'à un certain moment. Mais les hippodromes de ce qui a été ensuite la grande explosion du design italien, c'est-à-dire du design industriel, naît justement à partir de ce moment. Et le deuxième élément, c'est que pour la culture italienne, la modernité e quindi diciamo l'arte moderna, ma intesa l'art moderne, mais quotidiano, dans le sens justement de l'art du quotidien, parce que le sous-titre du magazine est précisément l'art pour la maison et l'art pour la vie. Donc il s'agit d'un art de l'habitation et de l'architecture et non pas de la peinture. Et justement, comme le démontrent les posters de l'époque qui déclarent, et vous voyez bien la similitude entre les manifestations iconographiques dans la peinture
XVIIIe siècle, avec un peu de japonisme et d'Art Nouveau, donc plus que français, on pourrait dire belge. Et donc, quel est ce deuxième élément dont je parlais? L'art moderne pour l'Italie est une art d'élite, ce n'est pas une art pour tout le monde. C'est un tout autre système, une autre façon de penser par rapport aux autres pays. Elle n'est pas évidemment définie officiellement, formellement comme art d'élite, mais c'est ce qu'elle est de fait. Et donc ce nouveau système, ce nouveau modèle, en réalité, ne sont d'autres que les produits des esthètes qui s'interrogent sur la valeur hédonistique de l'art moderne sans s'interroger réellement sur le fondement du grand principe qui est à la base du modernisme. Et c'est-à-dire que l'art moderne devait être ouvert à tout le monde de façon uniforme, en traversant le monde grâce à cette possibilité. Et en Italie, ce que l'on appelle liberty, c'est-à-dire l'art nouveau italien, et j'aimerais me confronter avec mes collègues justement sur l'usage de ce terme qui selon moi est abusé, et qui était regardé par de nombreuses personnes avec un certain détachement. En 1901, en 1902, et je parle du liberty, il parlait du liberty avec un certain gêne, parce qu'il ne respecte pas le concept d'essentialisme et de rigueur que l'on avait connu dans l'art moderne. Et donc l'iconographie de cette époque se fonde sur le concept de flux de différents objets, donc avec une forme d'éclectisme dans l'art italien, parce qu'elle se refait quand même d'une certaine façon classique, à l'art classique, non pas en la copiant, mais avec des références à celle-ci. Et donc les objets floraux par Richard Ginori, présenté en 1902, est précisément ce que je vous disais avant. Donc, il s'agit d'un objet qui est transformé en élément fluide, féminin. Mais ils ne vont pas au-delà de cela. Donc ça, c'est pour vous illustrer les limites, justement, dans l'art de la culture, par exemple, dans l'art du Bistolfi, et donc les similitudes avec ces modalités pour ainsi dire, liberty italien, et aussi une peinture de Previati qui fait partie d'une salle de musique qui pourrait être un peu le point final de ce mouvement, en déclarant que ce moment créatif du liberty italien dans la création du modernisme italien est plutôt réduit en fait. Et en 1902, son triomphe, sa véritable entrée dans le monde international, comme dit par les mêmes auteurs du magazine, est en même temps la mort du liberty. Et puis il y a évidemment un liberty qui continue de façon perpétuelle dans les mouvements populaires, mais ça arrive à tous les moments, à tous les mouvements artistiques. Et puis à l'intérieur de ce schème, il y a une série de présences un peu particulières, d'énormes qualités, mais qui ne rentrent pas justement aussi facilement dans l'idée ou dans les concepts de Bistolfi et des autres artistes de cette période. Il y a une œuvre de Bugatti, par exemple, présentée en 1902, qui a choqué le public. Une espèce de salon fait en forme de coquillage, et qui est une forme qui n'est pas du tout liée à la tradition italienne. La forme de l'objet est particulièrement importante. Donc c'était des moments très importants, mais qui ne correspondaient pas à la tradition italienne, et donc Bugatti a dû choisir d'autres chemins. Ce qui est plus proche
et qui fonctionne le mieux. C'est l'idée de la ligne. Donc le cas de Cometti, par exemple, il s'agit d'une ligne très sèche, très simple, mais il s'agit du modernisme italien qui n'a rien à voir avec la sécession diciamo un addolcimento delle forme inglesi con gli intarsi in madreperla infilimetati, d'un assouplissement des lignes anglaises, typiquement anglaises, dans une forme plus stylisée, avec des motifs floréals très souvent, et qui reflète le modèle de la nouvelle art, du nouveau art, de l'art nouveau, donc selon l'interprétation italienne. Certainement, Galileo Chini, en ce qui concerne l'environnement de la céramique, se rapproche le plus probablement un système de rapport avec un art nouveau international, ou en tout cas avec une vision plus internationale, représenté avec donc la céramique, avec des posters de l'époque, qui déjà dans le logo de cette manufacture est beaucoup plus floréal et beaucoup moins art nouveau par rapport aux paramètres internationaux, et qui a été présenté au début du XXe siècle, mais en se mélangeant justement à ces motifs floréals, avec une influence nipponique, disons, avec des tentatives de renouveler la grande tradition de la céramique de la Renaissance italienne, et donc avec un goût historique, disons, un lien avec l'histoire. 2 ans plus tard, on a la présentation de pièces certainement beaucoup plus mises à jour, beaucoup plus internationales et beaucoup plus modernes, effectivement. Et avec un grand succès à Turin en 1902, avec la capacité de Chini d'avoir finalement compris les véritables principes de l'Art Nouveau français, comme ils avaient été présentés dans l'Expo de 1900, en les adaptant à la modernité technique et expressive de l'Italie, en les formulant de cette façon vraiment moderne. Et certainement la figure la plus symbolique pour l'Italie du Sud, en tout cas, du Nord, pardon, était Mazzuccotelli. Donc, surtout, en se manifestant surtout dans le fer battu. Mais pour Mazzuccotelli aussi, si l'on veut vraiment mettre les points sur les i, il y a un problème d'interprétation, d'expression. À gauche, vous voyez des barreaux qui ont été montés à Milan, où l'on comprend du fait que Mazzuccotelli essaye de fondre, excusez-moi le terme, le jeu de mots, étant donné qu'il fondait du fer, justement, de fondre les éléments des papillons avec des éléments sécessionnistes, beaucoup plus linéaires, avec du verre coloré inséré à l'intérieur des barreaux, dans une symétrie extrêmement particulière et originale. Mais déjà en 1906, la grille que vous voyez ici à gauche, exposée toujours à Milan, vous voyez comment le naturalisme, l'influence du naturalisme dans les fleurs des gladiolas se sont schématisées. Donc Mazzuccotelli, déjà en 1906, commence à ressentir de la nécessité d'une rigueur, même dans les fleurs, dans un certain sens anti-Art Nouveau. Et donc ce segment chronologique se réduit. Et donc, si l'on compare les lampes, par exemple, avec des monstres sur une série de meubles de l'époque dans l'art italien, moderniste donc, on voit bien la façon dont Mazzuccotelli, déjà à l'époque, en 1902, a la tendance à une schématisation, qui a certainement des éléments qui reviennent de la terminologie de l'Art Nouveau international.
mais reconduit d'une certaine façon, plus systématique et plus symétrique, disons géométrique de l'image. Et donc il ne s'agit plus d'une description floréale ou naturaliste de la nature, mais prendre la nature et la transformer en un objet toujours plus géométrique, jusqu'à la production de cette sculpture très fameuse du coq dans la Villa Royale de Monza en 1903 et exposée ensuite à la Triennale de Milan où l'Art Nouveau italien a eu sa scène plus importante. L'animal donc perd de sa nature naturelle justement pour devenir un objet monumental et que nous appelons un moment justement symbolique pour l'Italie, pour le mouvement italien, et avec un inévitable éclectisme qui est un peu l'élément symbolisant tout l'art moderne italien. Beltrami en Italie était l'entreprise la plus importante en ce qui concerne les vitrages en Italie. Eh bien, en 1902, Beltrami présente un vitrage qui est qui appartient à la néo-renaissance, qui n'a rien à voir avec le modernisme. Et avec cette reprise de l'artisanat historique italien traditionnel, un peu plus tard, avec justement un retard important, elle présente une espèce de rosée asymétrique. Si on voit par contre Cambellotti en 1912 propose un merveilleux vitrage, mais qui en réalité fait des références à des illustrations sécessionnistes, comme celui autrichien, tandis que donc sans plus se référer au sécessionnisme autrichien, français ou anglais. Ils disent il ne s'agit que de sécessionnisme, mais si on donne une étiquette aussi précise, il faut être plus rigoureux selon moi et comprendre vraiment ce que l'on veut dire. Parce que si Zecchin, qui est justement le maître absolu dont le musée d'Orsay aujourd'hui s'est empossessé de cet objet qui est en effet une espèce de Klimt revisité, qui est symbolique plus que de la culture italienne, en fait de la culture vénitienne. Eh bien, du point de vue des dates, on peut dire qu'il s'agit du Liberty, mais de fait, ça n'a rien à voir avec le Liberty, c'est tout autre chose, c'est un autre système stylistique, un autre système conceptuel de la décoration, et qui est orienté sur un autre monde, sur un autre répertoire, qui est celui du côté autrichien et viennois. Et qui, pour l'Italie, est le prélude du déco. Qu'est-ce que le déco italien? Donc, la forme dérive de la France, mais pour nous, le déco, en fait, a des caractéristiques très particulières et différentes de celles originelles. Et dans de nombreuses situations, entre 1909, avec Cambellotti, Zecchin, Mazzuccotelli, et donc encore avant la Première Guerre, mais à la fin de la Première Guerre aussi, le fameux Liberty devient schématisé et se transforme en ce que l'on appelle déco, mais il n'a pas les mêmes caractéristiques que l'on trouve dans d'autres pays européens, surtout en France. Certainement, comme vous voyez dans ce bronze de Maraini, qui est un important sculpteur des années 20 et 30, présenté à Mons, qui présente un Adam et Ève qui, en tant que dernière filiation de la peinture symboliste de l'environnement Liberty, du mouvement féminin, dans une dimension plastique
exquisément symbolique des années 20 et déco, mais qui se réfère encore à la tradition de la Renaissance. Mais donc en Italie, justement, le déco, et nous devons l'accepter, est un moment particulier dans la production italienne qui, à Paris, eut un succès énorme, justement, à partir de 1925, avec l'invention di Eggio Ponti, qui est un des plus grands maîtres du design italien, à partir de ce moment jusqu'à arriver à ce qui sera ensuite dans les années 30 et après la Deuxième Guerre mondiale. Mais notre déco est très classique, en fait. Et inévitablement, le classicisme qui nourrit le déco italien, comme vous voyez selon les pièces que vous avez ici illustrées, et comme vous pouvez voir, il y a toute la composition métaphysique de De Chirico et de la Renaissance italienne, Luca Pacioli, etc. Che è un edificio di Muzio a Milano. Vous pouvez voir aussi le bâtiment de Muzio à Milan, avec ce classicisme en même temps plastique et métaphysique, est ce qui nourrit justement les idées de Eggio Ponti. Avec ces pièces extrêmement fascinantes, comme vous voyez, qui a été primée à Paris, avec les activités de Gentili, où l'ancien est revisité d'une façon plus graphique et plus moderne, mais où les éléments de l'Antiquité ont un poids beaucoup plus lourd que celui de la modernité. Et un autre designer très important italien, et avec ces pièces de meubles trouvées dans une reprise néo-néoclassique et reprise dans des vitrines de la Biennale de Monza, avec ces formes essentielles de Eric. La distinction, toutefois, là aussi, est importante, parce que le meuble que vous avez à gauche, dans lequel on peut identifier le moment plus typique du déco italien et qui correspond à la croissance du fascisme en Italie, mais qui, déjà en 28, termine un peu de la même façon dont elle a commencé. Et vous pouvez vous rappeler de Ginori dans les années 30, la fondation de la Domus, qui est un magazine et qui apporte une vision, disons, moderne de l'habitation et de l'art décoratif. Et puis, c'est un tout autre conte, par contre, dans les années 30, vous voyez. Et même Cambellotti, dans son vitrage que vous avez vu dans les années 10, représente ce même type de mécanisme, qui représente donc un mobilier tout à fait différent, beaucoup plus teutonique, monumental, structuré, et donc l'exact contraire de la légèreté et d'une, disons, apparente superficialité intentionnelle du déco. Donc on entre dans une dimension complètement différente de goût, disons, novecentiste, basé sur une forme pure et légère et très élégante et fragile en même temps, au-delà du matériel utilisé qui est fragile lui aussi. Et on arrive au verre de Napoléon des années 30, qui est tout autre chose. Et qui veut dire toute autre chose. Donc l'art italien, en fait, déplace son axe sur une dimension qui ensuite se transforme en ceci. Donc ces énormes lampes qui se trouvent à Bolzano, du 32 et 33 de Napoléon Martinuzzi, où la nature, et dans ce cas les plantes grasses, sont revisitées dans une clé vraiment monumentale, qui n'a plus rien à voir avec la légèreté et la fragilité du déco. Puis il y a le problème du futurisme, qui n'est pas
anodin. L'impact qu'il a eu sur la peinture, sur la sculpture, laissons tomber. Je veux juste parler des arts décoratifs qui a été représenté par les Pere Daballa sur la reconstruction du futurisme, se basant sur l'idée que le message futuriste devait entrer dans les maisons de tout le monde, en trouvant son propre résultat dans les arts décoratifs à la fin des années 20, avec Bissola, di Dulgaro, le vase que vous voyez en haut à gauche, avec ses éléments dynamiques, pittoresques et dynamiques, et cette combinaison de corps et de géométrie solide, jusqu'à l'invention incroyable de Bruno Munari, un des grands maîtres du design, surtout dans les années 50 et 60 italiens. Donc cet objet portatile que l'on peut emporter avec ça, qui est un objet extraordinaire du modernisme, mais qui n'a plus rien à voir avec le déco ni avec le nouveaucentisme. Et donc cette idée de la dynamique et de la modernité, on arrive à ces éléments qui sont pratiquement des cache-pots, qui avaient été manufacturés avec une certaine expression dans l'ère moderniste, donc au début des années 1900, et qui, dans les années 30, commencent à produire des objets de ce type, de ce genre. Et je veux conclure avec ces deux images, les arts décoratifs italiennes, qui ont eu un parcours très fatigué, très contradictoire. Et bien que ce soit l'Italie à avoir inventé les biennales internationales de Monza, qui sont devenues une vitrine très importante de confrontation et de diffusion des langages, les biennales qui ont été 23, 24, 25, 27, on devait en avoir 29, mais vous pouvez imaginer comment dans les années 30 elle a été réalisée. Et puis sont passées à Milan en 1933. Et elles sont encore aujourd'hui le salon du meuble du design italien. Et donc il s'agit d'un moment de conjonction entre les artistes. Quand Lucio Fontana, par exemple, réalise le vase que vous voyez à gauche, dédié à la corrida, vous comprenez combien l'art, le raisonnement artistique de ce moment commence à contagier toutes les arts décoratifs. Mais on doit se demander, est-ce qu'il s'agit encore d'art décoratif ou est-ce qu'on entre dans un autre monde, dans une autre dimension? Et ce prototype de Antonia Campi, qui travaille à la manufacture du vase spatial, est-elle encore vraiment liée avec l'art contemporain? Où finit l'art décoratif et où commence le design? Ce sont donc celles-ci les questions que je veux laisser au débat prochain. Merci.